Merci beaucoup pour cette introduction et merci beaucoup aux organisateurs de ce colloque, c'est vraiment passionnant jusqu'ici. Je vais essayer d'être à la hauteur de ce qui a précédé. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui une recherche, un projet de recherche que je viens d'entamer, qui porte sur l'articulation de l'humour, du second degré et des discours toxiques dans le contexte particulier du streaming de jeux vidéo sur Twitch. Donc, on voit que c'est un projet qui est assez directement... pardon, je me rends compte que personne ne me voit en fait si je m'assieds là. C'est un projet qui est directement en lien avec les questions de pouvoir et de vulnérabilité, mais vous allez voir que c'est des concepts que j'utilise pas tellement. Donc, une des questions que je voudrais vous poser en conclusion, c'est finalement les articulations que vous percevez peut-être avec ce sujet de recherche particulier. Alors, le streaming de jeux, je suppose que tout le monde voit plus ou moins ce que c'est. Ça consiste donc à jouer à un jeu et à diffuser la performance en direct, généralement sur la plateforme Twitch, et ce, devant un public qui peut commenter la performance via une messagerie instantanée ou un chat. C'est un objet, le streaming, qui est devenu assez populaire au sein des Game Studies. En fait, c'est une pratique qui est devenue très influente et très importante au sein des cultures ludiques et qui a donc été prise pour objet par les Game Studies depuis à peu près 2015. Et c'est une pratique qui est régulièrement pointée du doigt comme étant un terreau favorable à l'émergence de discours toxiques, c'est-à-dire d'insultes, de menaces, de harcèlement verbal, de propos agressifs et discriminatoires entre des communautés ou entre des individus. Mais la question que je me pose, c'est finalement que recouvre exactement la notion de toxicité, de discours toxique dans ce contexte particulier qui est le contexte du jeu mis en spectacle. Pardon. Et la question donc que je voudrais poser aujourd'hui, c'est à partir de quel moment un énoncé va être perçu comme étant un discours toxique, donc comme étant un acte littéral de violence au sein de ces communautés, et quels sont finalement les marqueurs pragmatiques que les communautés vont utiliser pour déterminer qu'un message est problématique, toxique, inacceptable, ou au contraire suffisamment drôle ou suffisamment ironique, ou possédant suffisamment de second degré pour être acceptable ou toléré dans le cadre de la communauté. Pour répondre à cette question, ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est une étude de cas sur un format médiatique de Twitch particulier, qui s'appelle le tribunal des bannis. Alors, j'ai réalisé en préparant cette communication que je crois que c'est un format très populaire en France, en Belgique, mais pas tellement connu ici au Québec. Mais donc, c'est pour décrire un petit peu à quoi ça ressemble et pour vous montrer là quelques images de à quoi ça ressemble chez Mister MV, par exemple. Donc, pour contextualiser peut-être, sur Twitch, quand on poste un message problématique, on a le risque d'être banni par l'équipe de modérateurs du streamer. Si on est banni, toutefois, on peut introduire une demande de réclamation, une demande de réhabilitation, qui sera examinée par le streamer et son équipe de modération pour déterminer si on peut ou pas réintégrer la communauté des spectateurs actifs. Le tribunal des bannis, ça consiste à faire ça devant le public, pendant le streaming, donc à examiner les demandes de réhabilitation et les justifications et les excuses éventuellement qui les accompagnent, mais devant le public, devant le chat, qui est amené aussi à discuter de si le message est suffisamment est acceptable ou trop problématique pour permettre la réhabilitation de la personne. Donc c'est un format qui est vraiment extrêmement intéressant pour la question qui m'occupe, puisqu'on voit les communautés dérouler tout un processus interprétatif et on voit les critères que les streamers et leur public mobilisent pour interpréter les messages vraiment comme étant donc plutôt drôles ou plutôt borderline. Et on voit aussi à travers cela comment se construisent les normes qui sont censées gouverner les pratiques communautaires dans le contexte du streaming. Plus précisément, ce que j'ai fait pour aujourd'hui, c'est analyser un corpus de tribunaux des bannis réalisé par 9 streamers et streameuses de jeux vidéo. Donc vous avez les noms là. Donc Étoile, Gotaga, Dejna, Squeezie, Mister MV, Kameto, Domingo, Sardoche et Bagheera Jones. Pourquoi cela? Parce que ce sont des streamers et des streameuses qui appartiennent à des réseaux variés, ont des identités diverses, qui s'adressent à des publics relativement diversifiés et qui se spécialisent dans différents contenus. Donc il y en a plusieurs qui sont plutôt orientés multigaming, d'autres plutôt jeux compétitifs, d'autres pas que sur le jeu vidéo, mais aussi sur le React et des choses plus mainstream, etc. Donc j'ai examiné ces tribunaux des bannis sous l'angle de l'analyse de discours, mais avant de vous présenter les résultats de mon analyse, je dois toutefois vous donner un peu plus de précision sur l'écosystème particulier qu'est le streaming de jeux sur Twitch et les difficultés particulières que ça pose pour appréhender le concept même de toxicité. Alors, la
première difficulté qui est posée par Twitch, c'est que ce qui est perçu comme violent dans un contexte normatif ne sera pas nécessairement perçu comme violent dans le contexte de Twitch. En d'autres termes, c'est quelque chose qui a déjà été repéré sur d'autres communautés sur Internet. Il y a des normes locales sur Twitch qui vont être extrêmement déterminantes sur la manière dont les usagers vont interpréter les messages. Donc, un discours qui est d'apparence violente, insultante ou impolie ou agressif peut tout à fait être perçu comme adéquat et normal dans cette communauté. Sur Twitch, je dirais même plus que les insultes, la vulgarité et la violence verbale sont souvent utilisées comme des ressources humoristiques et comme des manières de marquer une proximité sociale ou affective avec quelqu'un. On peut traiter quelqu'un de connard, de manière tout à fait affectueuse et pour justement souligner le fait qu'on est proche socialement de cette personne. La deuxième difficulté qui complique l'interprétation ferme des messages dans le contexte de Twitch, c'est que c'est une pratique, le streaming de jeux vidéo, qui repose vraiment sur un enchâssement de plusieurs cadres d'expérience et de plusieurs systèmes d'interprétation. En effet, d'une part, les activités qui sont montrées sur Twitch sont généralement englobées dans un cadre d'expérience de jeu, ce qui se traduit par le fait que les usagers adoptent une certaine forme d'attitude ludique vis-à-vis de ce qu'ils font, et notamment vis-à-vis de la communication. Pour le dire plus simplement, les échanges sur Twitch sont vraiment teintés d'énormément de second degré, d'ironie. Le second degré, c'est vraiment le rythme de croisière de la communication sur Twitch. Donc, voilà, tous les discours et toutes les actions sont plus ou moins au second degré dans ce contexte-là. Mais en plus, les contenus qui sont diffusés sur Twitch sont aussi transformés par le fait qu'ils sont eux-mêmes mis en scène, joués au sens théâtral, donc mis en spectacle. C'est-à-dire que les streamers ne sont pas juste en train de jouer, ils sont en train de se montrer en train de jouer, de se mettre en scène en train de jouer. Et donc, ils mettent en scène une activité qui est elle-même déjà au second degré. Donc voilà, on a vraiment une superposition de couches interprétatives qui complique le fait d'identifier ce que serait une toxicité littérale. Donc, à partir de quand est-ce qu'on peut situer une frontière claire entre sérieux et non sérieux, jeu et non jeu, sens littéral et sens figuré, dans ce contexte particulier où tout est autant entremêlé. Ça, c'est un peu la grande question théorique qui m'intéresse. Et finalement, qu'est-ce que le second degré à l'heure actuelle? Ça, je ne vais pas y répondre aujourd'hui. Une chose à la fois. Cet entremêlement des cadres d'expérience, il est assez manifeste dans mon corpus, puisque, alors d'une part, les streamers multiplient vraiment les recours à la parodie, au pastiche, et à des stratégies énonciatives de distanciation par rapport à ce qu'ils font. Donc, par exemple, vous voyez ici qu'il y en a qui se déguisent avec des perruques et des robes en caricature de juge. Il y en a comme Mister MV qui habille leur écran de stream pour ressembler à un tribunal. Il y en a, comme chez Kameto, qui se répartissent explicitement les rôles de juge, avocat de la défense, procureur, et qui donnent au chat le rôle de juré, et donc qui procèdent à un véritable jeu de rôle, finalement. Et sur toutes les chaînes, les streamers vont pasticher le caractère formel du tribunal, donc par exemple en utilisant des formules comme « Monsieur le juge » pour s'adresser les uns aux autres, ils vont se vouvoyer. Ils vont parler de juridiction pour parler des chaînes Twitch, de casier judiciaire des viewers, etc. Donc, voilà, on est vraiment dans le régime de la parodie, de la théâtralité, de la prise de distance. Mais malgré tout, les streamers montrent aussi un certain nombre de gages de sérieux dans leur démarche. Donc, par exemple, ils vont généralement faire un vrai travail d'enquête pour essayer de reconstituer le contexte du message problématique. Ils vont aller examiner les messages précédents que le viewer ou la vieweuse a postés, essayer de cerner un petit peu sa personnalité. Il y en a qui vont parfois même aller enquêter sur le comportement d'un viewer sur les autres chaînes. Donc voilà, ils prennent quand même la démarche relativement au sérieux. Et par ailleurs, la sanction qui est posée dans le tribunal des bannis est très littérale, puisque le viewer va être soit banni définitivement, soit réintégré dans la communauté. Donc, ça a toute l'apparence du pastiche et de la parodie, mais les effets sont tout à fait littéraux. Donc, il y a de nouveau une intrication entre second degré et premier degré. En d'autres termes, donc les discours des streamers peuvent porter tous les traits du second degré, l'exagération, le pastiche, le décalage, et c'est pas pour autant qu'ils sont faux ou qu'ils sont non sérieux. On peut rire de la gravité d'une blague,
tout en la jugeant de la gravité d'un message, tout en jugeant celui-ci inacceptable. On peut poser des actions dans le tribunal des bannis qui sont à la fois sérieuses et frivoles, à la fois au premier degré et au second degré, ce qui rappelle le concept d'hyperbidimensionnalité, que je n'arrive jamais à prononcer, du philosophe Hiroki Azuma, qui désigne justement le fait que dans une production, on peut retrouver le premier degré et le second degré activés en même temps, sur le même plan, et sans être hiérarchisés finalement. Alors, cette ambiguïté, cette hyperbidimensionnalité du streaming, elle complique l'interprétation des messages et elle complique aussi leur inscription dans un système de valeurs claires. En effet, des messages peuvent tout à fait être sanctionnés négativement par le streamer et voir leur auteur être banni, tout en étant valorisés d'une certaine manière et validés par le dispositif médiatique du tribunal des bannis lui-même. C'est-à-dire que si un message passe dans le tribunal des bannis, il est de fait considéré comme suffisamment drôle ou divertissant pour être montré dans ce format médiatique. Donc la toxicité est aussi une source de production de valeur, de spectacle, et même de valeur monétaire directement pour les streamers qui gagnent de l'argent littéralement sur la popularité de ce format. Alors, donc cette production de valeur à travers la toxicité, elle complique encore l'identification de ce qui est admis ou répréhensible, puisque c'est un petit peu les deux à la fois. Je vais vous montrer un tout petit extrait qui vient un petit peu illustrer tout ce que j'ai expliqué jusqu'à présent et qui en plus vous donnera une idée d'à quoi ressemble un extrait de tribunal des bannis. Ça se passe chez le streamer Gotaga qui est accompagné d'un autre streamer Dwagby. Ils vont être confrontés à un message problématique d'un viewer qui a voulu lancer un sondage un petit peu insultant, je vous laisse le découvrir, dans le chat. Et alors vous allez voir que la sanction du message est un petit peu ambivalente. Le son va marcher. Ça va assez fort. Peut-être mettre un peu plus fort. Monter là, mais avec ça. Non, il faut la monter. Il parle vite, donc je pense que c'est bien que ça aille relativement fort. C'est une grosse erreur. Je remets ça là. Des bêtises. Et donc, voilà, à travers cet exemple, j'ai fait n'importe quoi. Pardon. La vulnérabilité. Voilà. C'est moi qui ai introduit de la vulnérabilité. Mais, donc, juste pour commencer cet exemple, voilà. On voyait à travers cet exemple que le message est jugé suffisamment insultant pour être sanctionné et pour justifier le bannissement du viewer, mais il n'empêche qu'il est quand même validé dans sa démarche humoristique puisque le sondage est lancé dans le chat et on lui donne les résultats. Donc on donne les résultats au viewer avant de le bannir définitivement. Donc voilà, il y a vraiment une dimension hyper bidimensionnelle à l'humour propre au streaming qui fait coexister des cadres d'expérience et des systèmes de valeurs qui entrent en tension, mais qui sont quand même simultanément activés dans la performance. Donc, comme je le disais, quelque chose peut être à la fois acceptable et inacceptable, drôle et pas drôle, etc. Donc, c'est un imbroglio assez compliqué. Malgré tout, à travers l'analyse des 9 tribunaux des bannis, j'ai pu mettre au jour 3 grandes catégories de critères qui restent assez transversaux et qui sont utilisés par tous les streamers et streameuses pour sanctionner les messages et pour mettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Alors, la première chose, le premier critère qui va être assez déterminant dans l'évaluation des messages et de leur gravité, en fait, c'est la capacité de ces messages à contribuer ou non à la scénographie des émissions.
C'est-à-dire qu'on attend des messages qui produisent une valeur ajoutée pour le spectacle. S'ils ne le font pas, ça va être considéré comme une circonstance aggravante. Donc peut-être que ça rejoint les questions de capitalisme qu'on a évoquées tout à l'heure. Je ne me prononce pas parce que je n'ai pas encore tout digéré, mais j'ai l'impression. En tout cas, plus précisément, ce qui va être déterminant, c'est le potentiel humoristique d'un message, et même plus spécifiquement sa capacité à faire rire le streamer. Donc si l'insulte fait rire le streamer, elle va être jugée plus acceptable. Par exemple, chez Sardoche, à un moment, il y a un viewer qui a été banni pour avoir écrit le message « Rage, sale merde » à Sardoche, mais il se justifie dans sa demande de réhabilitation en disant « Ah non, désolé, je voulais écrire « Rage et la salmonelle » et c'est mon correcteur orthographique qui a introduit l'insulte. » Ça fait rire Sardoche qui en conclut « Ah mais non, lui c'est un roi, je suis obligée de le débannir, c'est trop drôle. » Donc, on voit que l'humour peut être considéré comme une justification acceptable de la toxicité. Et plus précisément, un message aura tendance à être considéré comme drôle s'il respecte un principe d'originalité, de singularité et d'incongruité. Donc, il faut qu'il surprenne le streamer, qu'il le prenne au dépourvu. Et à l'inverse, une blague trop attendue ou trop répétitive va avoir tendance à être jugée avec beaucoup de sévérité. Par exemple, Dejna considère comme une circonstance aggravante le fait de faire un jeu de mots sur son pseudo, parce qu'il y a énormément de gens qui font des jeux de mots sur son pseudo. Donc si ça arrive, elle va être beaucoup plus sévère avec le viewer. Donc, en creux de ces critères qui sont utilisés pour évaluer les messages, on peut voir que le comportement qui est attendu des viewers, c'est vraiment de prendre une part active à la construction du spectacle. On attend des viewers qui produisent de la valeur, qui soient utiles à la mise en scène. Et cette nécessité pour le chat d'apporter une plus-value, elle se révèle aussi dans les termes qui sont employés par les streamers pour critiquer des mauvais viewers. Donc, par exemple, on entendra au sujet d'un mauvais viewer qu'il n'apporte rien, qu'il n'est pas très utile, qu'il n'est pas une grande perte. Ou encore chez Domingo, que lui, tu l'amènes en soirée, c'est pas le mec qui est là pour la méga ambiance, c'est plutôt le mec assis qui tire un peu la gueule, qui boit son coca, le regard triste. Est-ce qu'on a besoin de lui? On n'a pas besoin de lui. Donc voilà, on attend des viewers qui participent au chat. Et donc on dira au contraire chez Kameto qu'un bon viewer, c'est un viewer qui parle, qui est là sur le chat. En somme, il y a de nombreux comportements qui vont être acceptés dans ces communautés à condition de participer à la dimension spectaculaire de ce qui est montré. Et la violence, l'impolitesse, l'agressivité, ce n'est pas considéré comme fondamentalement opposé à ces objectifs. Ce n'est pas inconciliable avec les normes de cette pratique communautaire. Par contre, ce qui n'est jamais pardonné, c'est de produire un message qui ne peut pas être mis au service de la mise en spectacle. Donc si on produit quelque chose qui n'est pas drôle, ça va être jugé très très sévèrement. C'était le premier critère. Alors le deuxième critère qui pèse lourdement sur l'interprétation des messages, ça va être l'éthos renvoyé par l'auteur de ce message. C'est-à-dire que les viewers vont être jugés très différemment si on les identifie comme appartenant à la communauté, appartenant à l'endogroupe, ou si on les identifie comme appartenant à un éclogroupe. Donc un viewer qui est identifié comme un membre de la communauté, on va dire par exemple comme chez Domingo, lui c'est la famille, les streamers vont se réapproprier son message problématique sur le mode du « on l'a tous fait ». Donc comme ici, Big Flo chez Domingo qui dit « mais on l'a tous dit, la chatte à ta mère, on va pas lui jeter la première fois ». Et plus précisément, donc, il est attendu des viewers qu'ils développent un ethos qui est un certain mimétisme par rapport à l'ethos que le streamer essaye de développer pour lui-même. Donc le chat fonctionne vraiment comme une chambre d'écho de la parole du streamer. Il est attendu que le chat adopte le même ton, en fait, les mêmes stratégies discursives que celles que le streamer emploie. Et si on s'écarte de cette norme communautaire, on prend le risque d'être identifié comme externe à la communauté. Et ça peut passer par des critères vraiment très formels. Ça peut passer par l'utilisation de mauvaises émoticônes, par exemple, qui va nous identifier comme externe à la communauté. Par l'orthographe, Sardoche, par exemple, qui veut se développer un ethos d'intellectuel, juge très sévèrement les messages qui portent des fautes d'orthographe. Ou encore chez Domingo, où on trouve un moment un viewer qui va être rejeté parce que ces messages ne comportent pas assez de second degré et que, je cite, on dirait des phrases de bot.
Donc, on voit bien que ce qui est considéré comme problématique ici, ce n'est pas vraiment la présence d'expressions violentes, mais le manque de maîtrise des codes discursifs de la communauté. Et à l'inverse, d'ailleurs, quand un viewer est rejeté, il n'est pas rare que les streamers mobilisent comme argument le fait que ce viewer soit identifié comme faisant partie d'un exogroupe. Donc, par exemple, chez Bagheera Jones, à un moment, elle est confrontée à un viewer qu'elle identifie comme un fan du joueur du grenier, qui est un autre streamer, et elle juge l'humour du joueur du grenier assez différent du sien. Donc, elle dit, en voyant arriver ce viewer, « Ok, c'est un fan de JDG, ça commence mal. » Il y a un autre exemple chez Gotaga avec quelqu'un qui est identifié comme un footeux, donc un fan de foot, mais je vous le passe. Donc voilà, en somme, l'éthos, c'est vraiment le deuxième critère qui pèse sur l'interprétation des messages, et le problème qui est perçu dans ce genre de cas, c'est l'adoption d'un mauvais registre de discours. Et troisième et dernier point, donc on a vu avec mes précédents exemples que dans une certaine mesure, la violence verbale peut être une manière d'être au groupe dans le contexte du streaming sur Twitch, mais il n'empêche que l'examen des tribunaux des bannis que j'ai fait révèle quand même qu'il y a un certain nombre de thèmes qui restent radicalement proscrits, et heureusement. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai pu croiser des messages racistes, transphobes, sexistes, homophobes et grossophobes, ils sont toujours systématiquement évacués par les streamers qui vont bannir les auteurs de ces messages. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont généralement les bannir sans faire de commentaires ou sans émettre de justification du bannissement, contrairement aux autres cas que j'ai pu présenter juste. Le seul commentaire qu'ils vont faire, c'est sur le ton du rappel des règles. Donc, par exemple, ici, chez Kameto, on peut entendre que là, les règles, elles sont claires dans le chat. Vous savez que ça, c'est permaban, et hop, le viewer problématique est banni et on n'en parle plus. C'est intéressant parce que, en creux de cette manière, de cet automatisme de la sanction, on voit que les messages les plus strictement haineux ne sont pas considérés comme de bons matériaux pour le tribunal des bannis. Et d'ailleurs, c'est parfois directement explicité par les streamers qui vont dire que certains messages n'ont pas leur place dans ce format médiatique. Donc, toujours chez Kameto, à un moment, il se retrouve face à une insulte homophobe et un des co-streamers dit « Mais là, il y a une insulte, c'est impossible à défendre, donc on ne peut pas se livrer à notre jeu de rôle mis en place jusque-là. » Ça, il ne faut pas le mettre dans le tribunal des bannis, même dans le troll, on ne peut pas. Donc, ces messages sont systématiquement proscrits, mais, comme je disais, c'est notable que ces sanctions ne sont presque jamais, c'est vraiment, j'ai croisé un cas, je pense, ces sanctions ne sont pas accompagnées de commentaires d'ordre axiologique. C'est-à-dire que les discours de haine sont bien évacués, mais ils ne sont jamais qualifiés de mauvais, nocifs, préjudiciables ou dangereux. Ils sont juste qualifiés d'interdits. On va juste rappeler les règles en disant, non, ça, c'est les règles de la plateforme, ou ça, c'est les règles de la chaîne, donc on ne peut pas le dire. J'avais un exemple, mais j'aurais pas le temps de le montrer. Pardon pour la crise cardiaque. Mais justement, donc ça introduit ma conclusion, c'est qu'à travers ce dernier point en particulier, on voit qu'il y a quand même une hiérarchie dans les fonctions qui sont traitées au tribunal des bannis, dans le sens où, certes, le format représente dans une certaine mesure un outil de régulation des comportements, mais les streamers se gardent bien d'adopter des postures de régulateurs ou de sensibilisateurs ou de militants. En fait, ils se déresponsabilisent des sanctions les plus lourdes, des sanctions les plus graves. Donc, on voit que le tribunal des bannis est, en somme, conçu prioritairement comme un spectacle de divertissement. Et cette dimension, elle se révèle de manière particulièrement explicite dans le fait que tous les critères que j'ai présentés jusqu'à présent peuvent tout à fait être remis en cause si les streamers perçoivent une opportunité de faire une blague ou de faire une mise en scène. Et ça arrive par exemple chez Domingo, où à un moment, les deux acolytes, Domingo et Big Flo, veulent bannir un viewer, mais celui-ci, au moment d'être banni, fait un don de 10 € pour l'association, pour le marathon caritatif dans lequel l'émission prenait place, qui était le The Event à ce moment-là. Les streamers s'arrêtent donc et disent, bon, si tu ajoutes 40 € à ton don, on lève le bannissement. Et effectivement, c'est ce qui se passe, le viewer ajoute un autre don de 40 € et le bannissement est levé. Donc on voit bien que le sérieux de la sanction pèse moins lourd dans la balance que l'occasion de produire quelque chose de divertissant.
Et donc, on voit que contrairement à d'autres domaines où les discours toxiques et les discours de haine sont conçus comme des notions d'ordre axiologique, finalement, ce sont des jugements de valeur. Sur Twitch, ce n'est pas tellement le cas. Donc, ils ne sont pas conçus comme des questions axiologiques. Et j'ai perdu ma note, mais oui, la sanction des messages, elle est surtout guidée par des considérations morales, par des considérations, non, justement, pas morales, mais communautaires, spectaculaires ou ludiques. Cette orientation, elle interroge évidemment sur la place du sérieux dans ce type de dispositif médiatique et sur la capacité des streamers à vraiment prendre en charge la question de la toxicité et encore sur l'insuffisance des moyens qui sont mis en place par les plateformes pour répondre au problème de la toxicité. Mais pour quand même essayer de terminer sur une note d'espoir, je trouve que la popularité de ce format, ça révèle quand même aussi un intérêt collectif de ces communautés pour s'impliquer dans la construction des normes qui régissent leur activité et pour aussi s'impliquer collectivement dans la discussion de ces normes. C'est-à-dire qu'on voit que ces communautés prennent manifestement du plaisir à dérouler un processus interprétatif, remettre constamment les normes comme sujet de la discussion collective et donc c'est en quelque sorte un prototype d'espace démocratique qui permet peut-être d'imaginer de nouvelles formes de modération un peu plus collectives, un peu plus démocratiques. Voilà, je commence. Excellente présentation. Je suis fasciné par cet exercice spectaculaire, finalement, de mettre en scène les normes, en quelque part, de la communauté. Ma question, ça m'a beaucoup fait penser à, j'avais toujours en tête ces exemples-là, les chroniqueurs qui vont aller utiliser la haine notamment pour aller chercher de la controverse et aller chercher de la visibilité, etc. Ce que je me pose comme question, c'est est-ce que, puis je pense qu'en conclusion, tu l'abordais, c'est est-ce qu'à ton sens, que dès le départ, quand tu fais la distinction être drôle versus être inutile, je suis quand même surpris que ce soit drôle, soit de l'autre côté et non pas utile. Puis ça a du sens. Et ça montre en quelque part que ben, le spectacle, l'objectif du spectacle, c'est d'être drôle, ultimement, de ce type de spectacle-là. Mais je me dis, est-ce que c'est parce que Twitch ou le streaming ou les médias en général sont très axés sur le divertissement? Et est-ce qu'en quelque part, le danger peut-être, c'est qu'on est tellement dans une société de divertissement que la seule manière d'avoir autre chose, finalement, d'avoir une sorte de réflexion morale sur qu'est-ce qu'on devrait faire communautairement, c'est de la rendre drôle, de la spectaculariser en quelque part. Je ne suis pas certain qu'on pourrait imaginer quelque chose comme ça avec un streamer très sérieux, éducatif, etc. Parce que il n'y a pas vraiment d'éducation à faire autour de certains des commentaires. Oui, tout à fait. Après, est-ce que ça existe des streamers fondamentalement sérieux et éducatifs qui ne réutilisent pas les conventions des streamers de divertissement? Je ne suis pas sûre, en fait, justement. Oui, je regarde un streamer tout le temps qui s'appelle Ratman Harvey et qui est un streamer en États-Unis. Il est très sérieux, il fait également les tribunaux des bannis. Il a une autre façon d'approcher ça, il utilise bien l'humour en effet, mais tous les commentaires sont pris très sérieusement. Et c'est des commentaires souvent très haineux, puisqu'il fait de la politique. Donc il utilise son jugement des commentaires, et quand il va voir un raisonnement, par exemple haineux, il va essayer de se déconstruire avec ses chatteurs et leur montrer que ce n'est pas accessible pour ces raisons-là, historiques, etc. C'est super intéressant, j'irai voir du coup par comparaison, parce que c'est vrai que le corpus était composé de streamers de divertissement. Donc effectivement, je serais curieuse de voir chez quelqu'un qui est explicitement militant comment ça se traduit et si l'humour est utilisé différemment. Mais peut-être pour redévelopper un peu sur ta question, merci beaucoup. En fait, c'est une question difficile. C'est le cœur de la question finalement. C'est que je pense que sur Twitch,
le jeu percole en fait à tous les niveaux de la plateforme, même dans des contenus qui ne sont pas explicitement étiquetés comme du jeu, ou même quand on ne montre pas du jeu vidéo. La plateforme elle-même est gamifiée, mais c'est aussi une dimension plus culturelle. Comment dire, la ludicisation de la culture a fait que même quand on fait de la broderie ou du React, même les streamers qui sont spécialisés dans ces autres formats vont réemployer beaucoup de conventions ludiques et comme je disais, adopter une attitude vraiment ludique vis-à-vis de la communication. Et c'est là où je suis d'accord que je pense qu'un implicite, c'est que tous les contenus sur Twitch doivent être orientés vers la production de jeux d'une manière ou d'une autre, de jeux interprétatifs, ou même de jeux dans la controverse, de jeux de rôle mis en scène, on fait semblant de se disputer, on fait semblant de se détester, etc. Mais ça pose problème, évidemment, justement, pour identifier ce qu'est la violence dans ce cadre-là, parce qu'elle existe manifestement, mais elle prend des formes très ambiguës, finalement. Et peut-être pour prendre un exemple, j'en avais deux, mais l'autre reviendra peut-être quand je raconte le premier. Je ne sais pas si vous avez vu, mais Squeezie a organisé un tribunal des bannis en IRL, en vrai, où il faisait venir les viewers pour se défendre, ce qui changeait un petit peu la donne. Donc, il venait à visage découvert. Évidemment, c'était des viewers qui avaient été présélectionnés, donc il n'y avait pas vraiment de discours de haine. Ouais, c'était des messages violents, mais pas. Ça représentait. C'est beaucoup de backseat, de spoil, de comportements problématiques, mais pas tout à fait haineux. Mais la première édition de ce spectacle a vraiment posé problème parce qu'il y a eu une spectatrice qui, à un moment, est intervenue dans la mise en scène pour faire remarquer quand même la gravité d'un des messages qui avait été posté. Et elle s'est pris, évidemment, une campagne de harcèlement en retour d'avoir osé ramener du sérieux, finalement, dans ce format. Et là, vraiment, se joue tout ce que tu expliquais dans ta question, à savoir que Squeezie présentait ce format comme étant à visée pédagogique. Donc pour lui, c'était vraiment pour éduquer ses viewers sur les comportements proscrits et sur les bonnes pratiques à adopter en tant que viewer. Mais au final, quand quelqu'un est venu avec une vraie remarque sérieuse, ça n'a pas du tout été bien reçu parce qu'on a jugé qu'elle manquait de second degré, justement, qu'elle n'était pas dans le ton du spectacle. Donc, effectivement, la question, c'est est-ce qu'on peut encore produire quelque chose de sérieux dans ce type de contexte-là? Et c'est pas sûr. Et ah oui, c'est ça, la dernière chose que je voulais dire, pardon, c'est que ce qui est particulier aussi au streaming, c'est que on est dans des relations interpersonnelles, mais qui sont mises en scène, aussi. C'est-à-dire, on est dans une représentation de relations interpersonnelles où le chat participe à produire la représentation. C'est un des acteurs de la représentation. Et donc, on attend que les viewers du chat jouent leur rôle, mais pas qu'ils entrent dans une relation au premier degré. Et c'est vraiment ça qui est particulier aussi. Mais je viens avec plus de questions que de réponses. Oui, je trouve l'exemple du gâchage spoil vraiment éloquent parce que c'est vraiment un truc communautaire par excellence, le tabou du gâchage. Il n'y a pas de plateforme qui va avoir de règles, pas de gâchage, il n'y a pas de loi là-dessus. C'est vraiment juste quelque chose que la communauté est très stricte là-dessus parce que si elle ne l'est pas, il n'y a rien qui va l'être. Alors que pour les discours vélo, il y a peut-être cette impression-là, mais d'un, il y a une communauté tout à fait qui veut en faire, sur le plan du second degré parfois. Mais du coup, je me demandais si tu avais regardé du côté des jeux vidéo, évidemment, j'avais tout à League, mais League a fait une expérience de tribunal pendant un certain temps qui n'a pas duré jusqu'en 2014, je pense, où là, du coup, ce n'était pas la spectacularisation. Les règles de League, il y a un code de l'invocateur qui est très souple, soit gentil, prends soin des autres, joue ta partie jusqu'à la fin. Et c'était vraiment à la communauté de choisir si tu bannes, si tu bannes pas la personne. Tu avais les chat logs, tu avais les scores, tu avais les endroits où la personne était morte, et tu choisissais. Et au final, c'était la majorité qui l'emportait.
Et ce que je trouve intéressant de cet exemple, c'est que concernant les exemples haineux en particulier, il y avait des titres à l'époque, il y en a toujours dans les écrans de chargement, et il y avait un des titres qui disait les jurés du tribunal punissent avec overwhelming majorité les discours haineux. Donc là, tu avais la plateforme qui, à l'inverse, disait à sa communauté, faites pas ça, pas pour une raison axiologique, pas pour une raison légale, juste pour une raison, vos pères vont vous haïr. Oui, même fonctionnel, quoi. Vous allez être exclu. C'est ça, oui. Très fonctionnel, en effet. Ça, je me demandais si tu avais regardé des exemples où, du coup, par opposition, en fait, la spectacularisation était retirée ou cachée. Il y a des tribunes. Squeezie qui fait, non, en direct, c'est quand même félicité, j'imagine. Oui, tout à fait. Non, j'ai pas vraiment regardé ce type d'exemple, donc ça m'intéresse beaucoup aussi d'aller voir un point de comparaison. Peut-être quand même ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de points communs de fonctionnement, enfin, que le fonctionnement n'a pas l'air si éloigné des bannis. Et peut-être quelque chose que j'ai insuffisamment expliqué, c'est que la modération de Twitch, c'est une modération un peu mixte, dans le sens où il y a des règles, des lignes de conduite qui sont assez claires. Hein. Il y a vraiment une longue description de ce que sont les discours de haine, avec beaucoup d'exemples. Et donc ça, c'est vraiment des comportements qui sont proscrits et qui sont modérés automatiquement. Il y a des mots interdits, etc. Mais dans les lignes de conduite, et heureusement, il y a quand même une ouverture, une tolérance aux discours violents qui seraient émis dans un objectif de satire, de parodie, ou avec, je cite, une intention affectueuse manifeste. Si on insulte quelqu'un mais qu'on l'aime de manière manifeste, ça va. Mais et en fait, c'est normal, hein, je ne serais pas pour qu'on supprime cette clause-là. Mais donc ça, c'est la première partie de la modération. Et la deuxième partie de la modération, c'est qu'après, chaque streamer, dans ce cadre-là, est libre de définir les guidelines de sa propre chaîne Twitch et de les faire appliquer de manière arbitraire. C'est-à-dire que Twitch dit que les streamers peuvent bannir qui ils veulent de leur chaîne sans raison particulière et que Twitch n'interviendra jamais pour débannir quelqu'un. Donc, il y a quand même, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est qu'il y a quand même une grosse marge d'interprétation qui sont laissées à chaque streamer. Et bon, oui, c'était pour rejoindre ce que tu disais sur la marge d'interprétation. C'est quelque chose parce que ça dit que sur le coup, ce double affaire-là, il n'était pas pris dans le tout. Tu avais vraiment juste le code, tu avais les jurés, mais il n'y avait pas. On essaie de trouver la vérité de la communauté, mais sans dire qu'il y a une marge, il n'y a pas de sous-trace comme les chaînes. Oui, ça, il n'y a pas. Et n'importe qui peut participer à trouver. Parce qu'ils ont aboli, quand ça a été vendu à Tencent, les 2 ans après, ils l'ont retiré. Puis il s'était quand même affirmé dans une vocation éducative, un peu comme ce que tu affirmais ici. Puis il y avait, de ce que j'ai vu, il faudrait que j'aille checker, mais il n'y avait pas vraiment d'indicateur que ça marchait pas. Le monde aimait bien ça, même que le monde progresse. Ça avait même des rewards spécifiques qui étaient très symboliques, on va se le dire, mais qui étaient là. Ouais. Oui, c'est sur ça que je conclue. C'est que manifestement, les gens prennent du plaisir à participer à ça. C'est en partie pour la spectacularisation. Évidemment, les viewers ont envie de passer dans le tribunal des bannis. Et d'ailleurs, les streamers pour qui c'est un format régulier ont énormément de viewers qui font exprès de poster des messages toxiques, mais calibrés pour passer dans le tribunal des bannis et pouvoir faire une blague dans la justification. Mais je crois que ça ne tire pas que à ça non plus. La popularité du format manifeste quand même que les viewers prennent du plaisir à participer à cette discussion-là, qui est vraiment une discussion de citoyenneté numérique finalement. C'est comment on doit ensemble se comporter dans notre communauté et comment définir des normes qui ne sont pas uniquement les normes dictées par la plateforme, que ce soit la plateforme de jeu ou Twitch, mais qui correspondent à nos pratiques et à nos normes locales aussi, quoi. Alors, on a le temps pour une dernière question. Donc, je vais donner le privilège à la question. Ah non, c'est juste pour le commentaire à Loïc, que un des problèmes qu'il y avait, c'est quand même le tribunal dans le ligue, c'est avec les points, personne ne sait juste se connecter, faire pour des points le maximum. Alors, il fait juste cocher sans lire, sans. Oui, du coup, le problème est un peu le même. Finalement, il y a
rétribution symbolique de passer dans le tribunal, dans ce qu'on aime bien, et il y a une